Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission En voiture. On en est déjà rendu à notre dernière émission de la saison pour 2023. J'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, on va quand même regarder la dernière portion du vidéo sur le Salon des véhicules électriques de Montréal. On va faire l'incontournable, on va parler des nouvelles récentes. On vous parlera du prix de l'essence. On va débuter avec les nouvelles de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a retenu mon attention? On nous dit que les voitures que nous conduisons seront très différentes d'ici 5 ans, avec des changements majeurs à venir à mesure que de plus en plus de véhicules passeront à l'électrique. C'est la prédiction de l'un des principaux concepteurs de Polestar qui affirme que la nouvelle technologie des véhicules avec son profil plus mince et ses exigences différentes permettra aux constructeurs automobiles de changer l'apparence de conduite des voitures ainsi que des suppressions de certains éléments. Certaines de ces caractéristiques incluent la lunette arrière d'une voiture qui disparaîtra dans le futur, dans les futurs modèles Polestar, incluant la calandre avant sur d'autres modèles, qui sera potentiellement mise au rebut. C'est quand même des gros changements au niveau du design, là, au niveau de la conception. Les changements de conception devraient offrir une multiple avantages, y compris des véhicules plus efficaces, avec une meilleure maniabilité et plus d'espace pour les occupants et les bagages. Selon le responsable du design, c'est Polestar, rappelez que Polestar est la division électrique de Volvo, s'est récemment rendu à Sydney pour présenter le prototype du premier VUS de la société, la Polestar 3, a déclaré que la voiture électrique avait offert aux concepteurs de nouveaux défis et de nombreuses opportunités. Comme les véhicules électriques n'ont plus besoin d'intégrer ou d'accueillir des caractéristiques telles des moteurs ou des bouches d'aération avant, les concepteurs ont de nouveaux débouchés créatifs. Avec l'électrification, cela nous permet de jouer avec toutes ces nouvelles possibilités, a déclaré le responsable du design. Nous pouvons expérimenter et de trouver de nouvelles idées. Fait que la nouvelle Polestar 3 prévue pour 2024 comprendra un appartement plus bas, plus d'espace intérieur et une façade minimaliste. Donc on voit ici la Polestar 3 qui est un beau petit SUV électrique, mais il n'y a pas de lunettes arrière. On a quand même pris soin de mettre en noir la partie du toit qui descend vers l'arrière, mais avec les caméras aujourd'hui et tout, souvent la lunette arrière n'est pas très propre, mais on voit quasiment mieux dans une caméra. Ici, j'ai une image un petit peu particulière. Aujourd'hui, la conception des véhicules se fait toute par ordinateur. Ici, une image de 1947 du centre de design de Ford, où on travaille sur un nouveau modèle, mais tout construit à partir de languettes de bois. Donc là, il restera probablement ce qu'on appelle de la glaise à mettre dessus et tout, mais c'est une façon tellement différente comparée aujourd'hui de concevoir un véhicule. C'est particulier. Une petite nouvelle ici sur les véhicules Hyundai, Genesis et Kia qui ont accès aux bornes Tesla. Bien qu'ils soient joints récemment à 6 autres grands constructeurs pour développer un nouveau réseau de bornes de recharge rapide en Amérique, Hyundai annonce à son tour aujourd'hui qu'il adoptera la norme de recharge nord-américaine NACS pour les véhicules électriques, et ça à compter de l'automne 2024 aux États-Unis et la première moitié de 2025 au Canada. Ça signifie que les niveaux Ioniq 5 et Ioniq 6 conçus à partir de ce moment, ainsi que le futur Ioniq 7, seront équipés exclusivement d'un port de recharge NACS permettant un accès à plus de 12 000 superchargeurs de Tesla à la grandeur de l'Amérique du Nord. Ces bornes rapides permettront aux utilisateurs d'exploiter l'excellente capacité de recharge de plus de 200 kW offerte par la plateforme modulaire électrique EGMP du groupe Hyundai. Ce que ça veut dire en soi, c'est qu'on sait que Tesla a des bornes de recharge qui lui sont propres. On en voit partout. Ils ont déployé de façon rapide et il y en a sur tout le territoire en Amérique. Et c'est un peu comme ça me fait penser à la fameuse guerre des VHS et tout ça, là. Je pense qu'actuellement, c'est Tesla qui l'a gagné. Il y a 6 compagnies déjà qui ont annoncé qui vont être compatibles avec les bornes de Tesla.
On parle de Ford, GM, Rivian, Volvo, Polestar, Mercedes, Nissan, Nissan Infiniti, Honda, Acura. Donc, ils ont tous décidé de rendre leur voiture compatible avec les bornes de Tesla. Donc, ben c'est correct, c'est le fun, parce qu'au moins, ça donne plus de possibilités de se recharger et ça sera la meilleure, une façon standard d'avoir un branchement. Donc, bonne nouvelle pour ça, c'est Tesla qui l'a gagné. Les 10 véhicules électriques offrant le plus d'autonomie en 2023. On y va par ordre décroissante. On voit ici la Lucid Air qui offre 830 km d'autonomie. On n'a pas beaucoup de modèles Lucid. J'en ai jamais vu, moi, ici au Canada. C'est des véhicules qui sont très dispendieux, au-delà du 100 000 et presque aux 200 000 quand tu mets toutes les options. Mais elle offre quand même 830 km d'autonomie. Et la Tesla Model S avec 652 km d'autonomie. La Model X de Tesla avec ses porte-papillons à l'arrière, 560 km d'autonomie. La Mercedes EQ et EQS 450, 547 km d'autonomie. La Tesla Model Y avec 531 km d'autonomie. Le Rivian R1T avec 528 km d'autonomie. Écoutez, les Rivian, on n'en a pas beaucoup ici. C'est quand même, semblerait, assez répandu aux États-Unis, mais ils ne fournissent pas la demande. Donc, oui, ils vont venir au Canada. Oui, c'est annoncé. Mais pour l'instant, on n'en croise pas vraiment. Toujours avec la Rivian, R1S, qui est le pendant SUV de l'autre modèle qu'on a vu tantôt. Lui, avec 517 km. Oh, j'ai sauté la BMW iX avec 521. C'est dans la même 517, 521. C'est très semblable. Il y a aussi les Ford F-150 Lightning avec 515 km d'autonomie. Quand même, quand on dépasse le 500 km, on va dire comme on dit, ça fait déjà une bonne journée. La BMW i7 avec 512 km, c'est une grosse berline, 512 km. Donc, ça fait pas mal le tour, là, c'est la 10e, c'est ça, j'avais dit qu'il y en avait 10. Fait que c'est les véhicules qui ont au-dessus de 500 km. La norme aujourd'hui, c'est 420, 450. Quand on est au-dessus du 500, là, franchement, c'est beaucoup. Maintenant, on va changer totalement de créneau, on va rester dans les véhicules à essence. Un concept de Ford Mustang Raptor qui a été présenté. Donc, dans le monde de l'innovation d'automobile, l'année 2024 nous a apporté un développement passionnant sous la forme du Ford Mustang Raptor R Concept 2024. Ce nouveau concept car est destiné à propulser la plateforme déjà légendaire, la Mustang, vers de nouveaux sommets en la transformant en une formidable machine tout-terrain tout en conservant son ADN emblématique de la Mustang. Sous le capot, la Mustang Raptor R Concept conserve le cœur d'un véritable muscle car américain avec un moteur V8 suralimenté développant une puissance à couper le souffle. Cette puissance est transférée de manière transparente aux 4 roues grâce à un système de traction intégrale très avancé qui a été affiné pour le prouesse hors route. Que vous parcouriez des sentiers rocailleux ou que vous traversiez le désert à toute vitesse, ce concept Mustang est conçu pour offrir des performances exceptionnelles. Puis je peux vous dire qu'on regarde ici son look extrêmement agressif. Écoutez, c'est loin d'une Mustang de rue, mais je trouve ça vraiment intéressant. Par contre, on se dit que c'est un véhicule concept. Les chances que cela voit la production sont, quant à moi, assez minces. Parce que les véhicules hors route, ben, souvent on prend des pick-up, hein. Fait que, et voilà. On va parler de la Chevrolet Corvette. La Chevrolet Corvette, quand elle est sortie, elle est passée pour une auto, je vais dire le mot anglais, bargain, pour ce qu'elle était, parce qu'elle était autour de 75-80 000 moteur central très puissant. Donc, c'était vraiment dans le créneau des véhicules hyper sport. C'était une aubaine. Par contre,
ça va changer. Mais actuellement, l'inflation frappe partout. Largement acclamé pour son rapport performance-prix imbattable dans le créneau des voitures sport, la Chevrolet Corvette forcera peut-être certains acheteurs à revoir leurs calculs avec les hausses qui accompagnent les modèles 2024. Dans le cas de la Corvette Stingray, les prix des coupés 1LT, 2LT et 3LT ont augmenté respectivement de 90 825 à 100 630 et 105 710, incluant tous les frais et la taxe de luxe fédérale lorsqu'applicable, ce qui représente une différence d'au moins 12 000 là, par véhicule. C'est quand même beaucoup d'argent. Le cabriolet qui exige un supplément de 9 000 le prix s'élève maintenant à entre 90 825 et 118 510, dépendant des options qu'on prend. Si vous désirez troquer le V8 de 6.2 de 95 chevaux, la Stingray pour le V8 atmosphérique de 5.5 litres à 670 chevaux, un gain de 200 chevaux. De la Corvette Z06, méfiez-vous, l'inflation est encore plus importante. Les coupés 1LZ, 2LZ et 3LZ s'affichent à entre 159 310 et 180 000 310, soit une hausse de 23 à 25 000 C'est quand même des hausses remarquables. Pourtant, Chevrolet n'a fait aucune révision notable au modèle Stingray Z06 pour 2024. Comme vous le savez, elle est surtout concentrée sur l'ajout de la E-Ray. C'est quoi la E-Ray? On en a parlé dans une autre émission. C'est une Corvette hybride, moteur essence, moteur électrique à l'avant, avec 4 roues motrices. C'est la première fois qu'il y a une Corvette 4 roues motrices et la Corvette la plus rapide jamais produite. Fait que les prix sont connus aussi entre 150 et 168 000 et même 179 000. Nous assurant à cocher toutes les options ou presque, nous avons été en mesure de pousser la facture à 235 000. Donc oui, il y a les prix de base, mais si on prend telle et telle option, on pourrait se rendre à 235 000. Fait que de dire que la Corvette est une aubaine, c'est pas nécessairement faux si on compare une Ferrari et tout, là, mais mettons que ça l'a quand même, malheureusement, évolué. Ici, on va vous parler de la VinFast. C'est qui ça, VinFast? C'est une compagnie vietnamienne qui tente de s'implanter en sol nord-américain, au Canada aussi, avec des véhicules seulement électriques. VinFast fait des véhicules à essence, mais pour le marché coréen, il n'a pas l'intention de les emmener en Amérique. La VF9 de VinFast, on peut la voir au kiosque VinFast au Carrefour Laval. La VF8 est un peu plus petit, elle va arriver. Et ils vont partir à 52 000 Donc, je vous la présente ici. Pourquoi? Parce qu'elle a été photographiée au Carrefour Laval. Carrefour Laval, c'est un centre commercial. Et le concessionnaire VinFast, pour la région de Montréal, on pourrait presque dire pour le Québec, est au Carrefour Laval. Donc, c'est quand même assez spécial de retrouver dans un centre commercial un vendeur comme ça. Maintenant, je vais vous parler de la petite berline Kia K3 2025 dévoilée pour arriver aux États-Unis. La K3 propose des moteurs de 1.6 et 2 litres et sera construit au Mexique, ce qui suggère qu'il pourrait remplacer à la fois la compact Rio et Forte au bas de la gamme américaine de Kia. On dit ici américaine, lire aussi nord-américaine, incluant le Canada. Et donc, un véhicule qu'on fabrique au Mexique, c'est vraiment facile de l'emmener là, un petit peu plus au nord. Kia a dévoilé un nouveau modèle appelé K3. Il s'agit d'une petite berline qui sera construite au Mexique, propulsée un moteur 4 cylindres, devrait être mis en vente d'ici la fin de l'année. Kia dévoile une nouvelle sous-compacte qui pourrait remplacer, je vous disais, la Rio et la Forte. Bien que nous n'ayons pas encore la confirmation que ce modèle arrivera en Amérique, nous savons que le nouveau K3 sera construit au Mexique dans la même usine qui construit actuellement les Rio et les Forte. Également déjà déposé le nom K3 aux États-Unis. Fait que ça en dit beaucoup. Kia a réservé le nom K3 au niveau commercial. Donc, c'est parce que vraiment, ce petit véhicule-là s'en vient ici. Il a une très belle allure. Je pense que Kia, dans son design, là, c'est une belle petite berline. Ils vont probablement l'appeler SUV, mais bon, écoutez, c'est pas gagné non plus, là.
Ah, ici, je vous présente un concept Tesla. Je le trouvais vraiment joli. Une petite vanne. Hein. On sait que les vannes sont un petit peu moins populaires qu'ils étaient, mais bon, c'est un concept présenté par Tesla. Ça prend autant de temps à avoir ça sur le marché que ça a pris le temps d'avoir le fameux pick-up Tesla qui semblerait être en train d'arriver aux États-Unis. Là. On a le temps d'avoir plusieurs saisons se dérouler devant nous. Maintenant, on entend parler de batteries lithium-ion, de construction de nouvelles usines de batteries. Mais c'est quoi les alternatives au lithium-ion? Je pense que ça a même été dit là, par les représentants du gouvernement. Oui, on annonce des batteries, des usines de batteries au Canada, particulièrement au Québec, lithium-ion, mais ces usines-là auront aussi la capacité de produire éventuellement d'autres sortes de batteries. C'est des usines de batteries, lithium-ion pour le moment, on verra plus tard. C'est quoi qu'il y a comme solution? Les batteries lithium-ion posent un certain nombre de problèmes, mais existe-t-il des solutions et technologies alternatives? Dans notre société actuelle, une très grande partie des objets électriques du quotidien utilisent une batterie lithium-ion, que ce soit nos téléphones, les ordinateurs, les appareils photo ou encore les voitures électriques. Mais lithium pose plusieurs problèmes, dont un enjeu majeur à l'environnement. En effet, son extraction pollue les sols et peut même entraîner une contamination de l'air. Mais il existe-t-il vraiment des alternatives aux batteries lithium-ion? Petit tour d'horizon des différentes technologies. Le magnésium. Parmi les possibilités futures, on retrouve le magnésium. Actuellement, il y a des recherches à son sujet. Il pourrait devenir une composante majeure des prochaines batteries. Des études ont démontré que les batteries fabriquées avec du magnésium avaient plus d'énergie à un coût plus faible que le lithium. Pourquoi? Car le magnésium libère 2 électrons pendant la phase de décharge de la batterie contre un seul pour le lithium. Une autre alternative à la batterie lithium-ion est le silicium. Pour être plus précis, il viendrait en renfort au lithium, mais ne le remplacerait pas totalement. Actuellement, les batteries lithium-ion utilisent un graphite comme élément principal. Le but est ici de remplacer le graphite par du silicium. Avec ce nouvel élément, les batteries seraient alors plus légères, ce qui n'est pas banal, et également plus fiables. Maintenant, le sodium. Je trouve que c'est très intéressant, le sodium. Autre alternative possible, les batteries au sodium. Le principal avantage ici de cette technologie est l'abondance du sodium. Cela se traduit par une quantité plus importante sur le marché, mais aussi un prix plus faible que le lithium. Son extraction et son traitement sont également plus respectueux de l'environnement, ce qui réduira l'empreinte carbone de la production d'une voiture électrique. Si pour le moment des chercheurs du monde entier se creusent la tête pour trouver une alternative au lithium-ion, il est possible que dans un futur proche, nos batteries soient zéro émission de carbone. Écoutez, moi je vais vous parler un petit peu plus du sodium. Il y a actuellement, en 2020, fin 2023-2024, on est rendu une usine en Chine qui va produire des batteries au sodium pour les autos. Donc, c'est pas de la futurologie dans 5 ans, là, c'est là. Et c'est une batterie qui est plus légère, plus respectueuse de l'environnement, a une meilleure capacité, plus d'énergie, et se recharge plus rapidement et de plus, beaucoup moins sensible au froid. Je pense que si dans toutes ces technologies-là, puis le sodium, il y en a partout, donc je pense que c'est probablement l'avenir pour les batteries, des batteries au sodium. On va attendre un peu, on ne fera pas un festin tout de suite, mais bon, on verra. En terminant, ma dernière diapositive, je vais vous parler du marché de l'automobile. Hein? On a tous en tête que le plus gros marché automobile au monde, c'est les États-Unis, c'est là que ça se passe. Après ça, on passe au Japon. Mais en 2022, hein, c'est totalement changé. C'est la Chine, avec plus de 27 millions d'automobiles vendues et produites. Aux États-Unis, là, pour faire la comparaison, c'est 10 millions. 27 millions versus 10 millions. C'est presque 3 fois plus gros le marché de la Chine. Je vous ai parlé souvent de la Chine. C'est eux qui vont donner un petit peu les orientations du marché automobile international.
la compagnie Buick, quand il y a eu là, en 2008-2009 la grande crise de l'automobile, Buick n'était pas disparaître. Pourquoi GM n'a pas enlevé Buick? C'est que les Chinois achètent des Buick comme ça se peut pas. Pour eux, c'est le rêve américain, une Buick. Donc, les Chinois vont nous dicter un peu le marché automobile. Si on veut comparer, si on disait 27 millions de véhicules pour la Chine, 10 millions pour les États-Unis, le Canada, là-dedans, on est à 1 million, 1 228 000. Donc, le marché chinois est 30 fois plus gros que le marché canadien. Donc, on est vraiment, vraiment un petit joueur. Puis c'est pour ça qu'on a un peu de misère. Je pense que nous, les Québécois, on aimerait encore avoir des petits véhicules comme les Yaris et petits véhicules comme ça. On est encore friands de ça. Il y en a à peu près plus sur le marché parce que le marché nord-américain n'en veut pas. Les Américains n'aiment pas les petites voitures vraiment. Puis ça vaut pas la peine pour un marché de 1 million d'exporter des petits véhicules. Il y en a en Europe, oui, mais de les homologuer et tout pour l'Amérique, ben non, parce que c'est trop un petit marché. Le Canada et Québec, ben là, c'est encore pire. On va maintenant regarder la dernière vidéo de notre visite au Salon des véhicules électriques de Montréal du printemps dernier. On regarde ça ensemble. OK, on est toujours au Salon des véhicules électriques de Montréal. On a un véhicule ici en avant, un beau gros SUV de marque Rivian. Là, il ne semble pas avoir aucun représentant de la marque ici, mais le véhicule est là, fait que je vais vous en parler un peu. C'est des véhicules pleine grandeur. Ils ont aussi une version pick-up. C'est une marque américaine, une nouvelle marque émergente. C'est déjà distribué aux États-Unis. Il y en a apparemment quand même pas mal, là. C'est assez commun apparemment en Californie de rencontrer des Rivian. C'est pas le cas ici. Ils vont venir au Canada probablement cette année. Là, je suis pas trop certain. C'est pas encore arrivé. Ben, je voulais juste vous le montrer. C'est un beau gros véhicule, 100% électrique, pleine grandeur. Écoutez, c'est très intéressant. On verra aussi là, comment ils feront la distribution éventuellement ici au Canada. Fait que je vous laisse regarder ça. Bonjour, monsieur, vous êtes? Michel Leblanc. OK. Si je m'abuse, les vélos Velex, c'est des vélos québécois. C'est des vélos qui sont développés à Granby. OK. Avec des partenaires à Montréal. Nous, on est situé à Saint-Bruno, mais l'assemblage est du côté de l'Asie. OK. L'ingénierie, tout est fait au Québec. Oui, certainement. Puis c'est sous-contracté. Oui, avec une grosse compagnie d'ingénierie à Montréal. Ah oui? Oui. OK. Puis les moteurs, les batteries, premièrement, si je ne m'abuse, Velex, est-ce que c'est exclusivement électrique? Vous avez des vélos traditionnels? Non. Vélo électrique, Velex. C'est tout ce qu'on a. C'est ce que je pensais. Depuis 18 ans maintenant qu'on fait juste du vélo électrique. Oui, tout à fait. On a environ 100 détaillants au Québec, environ un autre 200 un peu partout au Canada. Et on est un joueur d'importance dans le vélo électrique. OK. Puis, vous avez des modèles traditionnels, vous avez des... ça se décrit comment, à peu près? En fait, nous, ce qu'on vise, c'est surtout des vélos au niveau de la balade. Des gens qui veulent faire de la randonnée du week-end, là, ces gens-là, on s'adresse beaucoup à eux. C'est une position droite, où est-ce qu'ils peuvent aller très loin au niveau de l'autonomie, très confortable. Ça, c'est une des parties qu'on vise beaucoup. OK. Puis différentes personnes aussi. Souvent, les personnes de plus petite taille sont délaissées. Alors, nous, on a des vélos pour les gens de 4 pieds 10 s'il faut, électriques. Okay, ouais. Pour nous, c'est important de voir. Vous en avez un exemple tel quel. Si on peut descendre ça au minimum et on adresse ça de tout bord, de tout côté. C'est important pour nous. Oui, c'est vrai. On mesure pas tout 6 pieds. Là. Moi non plus. Là. Moi non plus. OK. Fait que... Puis ça se détaille à peu près combien? Je dirais que ça joue à peu près entre 2002 et 3500. 500, OK. Puis l'autonomie? Va varier selon le modèle. Plus que la roue est petite, moins qu'on va loin. Évidemment. Alors, mais un vélo normal avec une roue de 26 ou 700, on va faire n'importe où entre 70 et 120 km. Ah, c'est une randonnée, là. C'est une bonne journée, là. C'est une bonne journée. Puis d'autant plus que le lendemain, on charge puis on fait un autre 70 ans. Oh, oui. Puis c'est tout des vélos à assistance électrique, là. Des fois, on voit des vélos que c'est une moto. Non. Une moto électrique, c'est pas ça, là. Il y a 5 modes d'assistance. Alors, tu pédales en fonction de ce que tu as besoin. Oui. Alors, il y a un mode, par exemple, qui fait que si tu montais une pente, on met ça le plus facile possible au niveau des pédales.
puis on met la puissance au maximum. C'est ça. Mais quand on est sur le plat, on ramène le pédalage pour avoir une cadence normale, puis on réduit le niveau d'assistance à 1 ou 2 pour avoir un maximum d'autonomie. OK. Bien, c'est intéressant. Je pense qu'il y a un grand avenir dans le vélo. Ça va démocratiser beaucoup le vélo, je pense. Puis je vais vous annoncer une primeur. On annonce ça aujourd'hui, mais ça fait longtemps qu'on écoute les gens qui font affaire avec Vélec, puis on met en place, depuis là, tout juste là, Ben, 10 minutes. Bien, en fait, ça va être annoncé la semaine prochaine. Fait que c'est plus là que la semaine prochaine, mais je vous donne une primeur. Là. On a développé une assurance pour tous les gens qui ont un vélo électrique Vélec 2023. S'ils se font voler leur vélo durant les 3 prochaines années, on remplace gratuitement, sans frais, sans franchise. Oh! Tout le monde, sans exception, qui achète ça aujourd'hui, demain, après-demain, dans 1 an, 3 ans de garantie pour un vol. De plus, on a mis un service un peu à la CAA. Alors, s'il y a un service 7 jours semaine, 24 heures par jour, il est possible qu'on va quelque part, on se ramasse sur une rue, on tombe en panne, on fait une crevaison, peu importe ce qui arrive. Il y a un service 1-800, vous les appelez, ils vont venir vous chercher, puis ils vont vous ramener dans un rayon de 35 km, encore une fois, sans franchise, sans frais et illimité. Hey, c'est fantastique. Ouais, c'est un gros projet. Bon, ben merci beaucoup. Ça fait plaisir, bonne journée. Je suis accompagné de Mme Véronique Dubé. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes de la compagnie Joulet? Non, Autobus Thomas. On est distributeur d'autobus scolaires à Drummondville. OK, c'est le distributeur. Ouais. OK, cet autobus-là est fabriqué par? Par Thomas Build Buses OK. aux États-Unis. Puis nous, on la distribue ici. On est en affaires depuis 40 ans au Québec. OK. C'est pas une conversion, c'est un autobus qui est fabriqué électrique. Électrique de série. Le châssis, c'est tout un châssis Freightliner. À l'intérieur, il y a une motorisation de Proterra qui est installée à l'usine. Puis nous, une fois au Québec, on finit l'assemblage, on finit la préparation, puis on essaie de la distribuer sur nos routes. OK. C'est quoi qu'on peut s'attendre? Là? Je suis, mettons, un transporteur scolaire, il y a une run d'autobus, je sais pas, de 2-3 heures le matin. Est-ce qu'il réussit à faire ça avec plein d'enfants? Ça fonctionne? Oui, il n'y a aucun problème. L'autonomie de l'autobus, c'est 225 km d'autonomie. Puis, dans le fond, entre sa route le matin puis la route le soir, il y a 3 heures de recharge nécessaires à faire sur une borne DC. Puis l'autobus, ça repart plein dans l'après-midi pour refaire le circuit durant l'après-midi, sans problème. Même au Québec en hiver? Même au Québec en hiver. Présentement, il y en a 2 exemplaires qui circulent en Alaska. Aucun problème de chauffage, aucun problème pour se rendre. Je rajoute aussi que l'autobus est 100 électrique. Il n'y a aucun ajout de diesel pour le chauffage. C'est vraiment... Oui, c'est ça ma question. C'est-tu vraiment chauffé électrique? Oui, oui, c'est chauffé électrique entièrement. Il n'y a pas de sortie d'exhaust en arrière. Il n'y a pas une petite trappe de côté. Il n'y en a pas du tout. Ça, mon caméraman, j'ai vu ça à un moment donné, puis j'ai texté la compagnie. C'est quoi ça? Bien, c'est le chauffage. C'est tout. Non, nous, est entièrement électrique. Entièrement électrique, puis vous réussissez à faire ça. Puis on réussit à faire ça. Ah ben, est-ce que c'est beaucoup plus dispendieux qu'un autobus à diesel, maintenant? Oui, elle est 3 fois le prix d'un autobus diesel. Mais ça coûte rien à rouler, il y a beaucoup moins d'entretien. C'est vraiment plus écologique étant donné qu'il n'y a pas de système de chauffage dedans. Donc, normalement, on devrait rentrer au bout de 12 ans, puis la garantie de la batterie est de 8 ans. OK. Fait que quand même, on a 8 ans de garantie sur la batterie si jamais il y en venait un problématique. Puis quand la batterie, il y a une problématique dessus, ils ne font pas que changer la cellule de la batterie qui serait problématique. Ils enlèvent la batterie au grand complet, ils remettent la batterie. Il y a 2 batteries dans l'autobus. Ouais. Un petit détail là, qui n'est pas nécessairement juste de votre compagnie. Je remarque que le pare-choc avant est bleu. Oui. J'ai vu d'autres compagnies aussi avec des pare-chocs bleus. Est-ce que c'est une norme que vous vous êtes donnée entre vous? Non, c'est une norme officielle du ministre des Transports d'avoir le bumper bleu. Pour les véhicules électriques? Si je m'abuse, vert quand c'est au... Vert, ça n'a pas passé dans la réglementation. OK. Ils se sont fait taper sur les doigts, mais c'est une question de réglementation. Le vert pour le propane, ça n'avait pas été réglementé. Ça n'a pas été réglementé. Électrique. Le bleu, c'est officiel. Oui. OK. Bon, ben merci beaucoup. Bonjour. J'espère que ça vous a plu. C'était Nous, en tout cas, on a bien aimé aller visiter ce salon-là. On va revenir avec où on parle beaucoup de véhicules électriques, mais on met encore de l'essence dans nos véhicules, hein? C'est pas tout à fait fini.
Le prix moyen de l'essence en Estrie la semaine dernière était à 1,74,7 1,75 $. Le prix réaliste, selon CA Québec, aurait été de 1,62 $. Puis la semaine passée, on était à 1,76 $. Donc, la marge de profit est un petit peu plus grande pour les détaillants. Mais on est assez stable là, depuis le début de l'été, 1,74 $, c'est pas mal. 1,75 $, ça bouge pas bien. Fait que c'est déjà tout pour cette émission. C'est tout pour la saison aussi. Je vous remercie d'avoir été au rendez-vous. Je vous dis possiblement à l'an prochain. Merci.